Bienvenue à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Mais d'abord, l'actualité. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence la 49e réunion du Conseil des ministres. Nous vous proposons un extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, David Jolino Diwampové Samakelele. Compte-rendu de la 49e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 18 septembre 2020 s'est tenu par vidéoconférence la 49e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour relatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence M. le Président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République a présenté au Conseil des ministres les points ci-après. Premier point, dégazage industriel du golfe de Kaboulo. Un accident de circulation s'est produit hier à Zamba Telecom dans la commune de Mongafula. Bilan provisoire, 3 morts et plusieurs blessés. Explication avec Odilon Kaïma. Survenu aux petites heures du matin, le samedi 19 septembre 2020, cet accident de circulation a troublé tous les quartiers Zamba Telecom dans la commune de Mongafula. Bilan, 3 morts, dont un civil et 2 militaires, sans oublier les blessés graves. Et d'après les témoignages recueillis sur place, ces camions de forces armées de la République démocratique du Congo, bondés du monde, a été mis à la disposition d'un certain major habitant Zamba Telecom afin de récupérer le corps de son fils décédé et conservé à la morgue de Kassangoulou. Malheureusement, en cours de route, suite à l'excès de vitesse et au mauvais état de la voirie dans ces coins de Kinshasa, rongé par de multiples têtes d'érosion, le conducteur a perdu le contrôle et l'irréparable est arrivé. Toujours, comme nous disons chaque fois nous les notables, que la route Zamba Telecom est abandonnée. Aujourd'hui, nous venons de connaître un cas d'accident où le Jeffang de militaires revenait de Dey. Et avec cette route de déviation, il y a eu renversement total de leur véhicule et il y a des morts. Impuissante face à un tel drame, la population a pu sauver ce qui pouvait l'être. Elle interpelle les autorités sur les érosions qui menacent les logements dans cette partie de la capitale. Nous demandons au gouvernement, nous demandons à nos amis, à nos frères et sœurs qui sont là-bas, haut placés, qui sont élevés en dignité, de venir nous aider ici. C'est un geste d'amour seulement qu'ils feront enterrer, mettre le sable pour rembler et pour arranger cette érosion. Nous ne verrons plus d'accidents, nous ne verrons plus de morts, nous ne verrons plus de bras arrachés. La route coupée complètement et les gens ont dit maintenant là aujourd'hui, personne ne va passer ici. Les petits véhicules qui dévient pour passer, pour monter, ne vont pas passer, les montées ne vont plus passer et voilà les dégâts. Si notre gouvernement peut prendre des responsabilités, ça serait une bonne chose. À cause de cet accident, le camion endommagé a paralysé la vie. Plus de passage pour se connecter à d'autres contrées de Kinshasa. Le regard des citoyens des Zamba Telecom est donc tourné vers l'autorité provinciale. La mine des Kamoa dans la province des Lualaba va bientôt lancer sa production. Une délégation des sénateurs et celle du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans ont visité les installations de cette usine de type moderne. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Colosie. Copper, c'est certainement le plus grand projet minier de la RDC. Cette société minière anonyme était la cible de la visite du gouverneur Richard Mouyej. À cette descente, Chikes Diemou et Mouzangi Samota-Lenou, tous 2 sénateurs, ont pris part, et quelques membres du gouvernement provincial. Les visiteurs ont reçu des explications nécessaires sur l'entreprise, développement de la mine, énergie, social, bref, toutes ces facettes qu'elle a su faire briller par un travail bien fait. Quitter ce cadre,
le gouverneur a directement visité le centre de prise en charge Covid-19. Une salle équipée à la dimension de l'entreprise avec des machines de haute technologie. La délégation visitera également une briqueterie qui a vu le jour grâce au financement de Kamoa en faveur de communautés environnantes. Richard Mouillège a par la suite visité les travaux de construction de l'usine. La capacitation de l'employé est un secteur pris au sérieux à Kamoa. Des millions de dollars américains sont investis dans l'acquisition des simulateurs de foration et il y en a de toutes marques selon le besoin. Visiter Kamoa, c'est surtout visiter sa célèbre mine de Kankula. Et c'était chose faite par le gouverneur. Je voudrais, en toute sincérité et élégance, je suis représentant du chef de l'État en province et je voudrais insister en toute élégance sur le respect de la loi. La loi sur la sous-traitance. Faites en sorte que cette loi soit scrupuleusement respectée parce que nous voudrions voir émerger à partir de cette mine une classe moyenne. Et je suis fier quand je vois mes jeunes enfants, mes jeunes frères, tous ces ingénieurs dans les mines. Mon plaidoyer, leur dignité soit préservée et qu'ils se sentent davantage responsabilisés. Quand je viendrai avec le président de la République, que vous puissiez nous présenter le plan d'épanouissement de ces jeunes vers des postes de responsabilité. L'entreprise est une joint venture dans laquelle la RDC est actionnaire à hauteur de 20%. Ivanhoe Mines a investi à hauteur de 40%. Même chose pour le groupe Zijing. Retour à Kinshasa pour dire que la ministre d'État, ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Béatrice Louméa, a procédé à la remise d'un lot d'articles scolaires à l'orphelinat Maman Coco. Les détails avec Yvette Makuntima. C'est une obligation morale venir en aide aux personnes en marge de la société, surtout quand il s'agit des enfants sans protection parentale. La Fondation Kimbondo, qui héberge ces enfants à travers l'orphelinat Mama Coco, qui abat un travail énorme dans l'encadrement, mérite bien un soutien. Celui de la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Louméa Atilité, n'est plus à démontrer. La patronne du genre revient sur ces lieux avec un lot de vivres et non-vivre. La première fois que je suis arrivée ici, j'ai dit effectivement au père qu'au-delà du fait que j'avais la charge d'assurer la protection de la femme congolaise, j'étais une mère et que chaque fois que j'en aurai la possibilité, je reviendrai. Je pense que le moment était propice que je revienne, puisque bientôt c'est la rentrée scolaire. Vous voyez que le père a une lourde charge, plus de 200 à 300 enfants scolarisés, ce n'est pas chose facile. Comme État, comme gouvernement, je pense que chacun, à ce qui nous le concerne, nous sommes interpellés à venir prêter main forte à cette fondation. La meilleure chose à faire, c'est les appuyer avec le peu que nous avons. Tout compte, tout ce que nous pouvons avoir, et même la présence, le fait que les gens viennent les voir. C'est déjà quelque chose qui est très significatif pour eux, puisqu'ils se disent, nous comptons aussi pour la communauté. Un soutien aux enfants, mais aussi aux responsables qui font preuve de l'apostolat. Un geste qui va servir d'exemple pour qu'ensemble les inégalités soient réduites et que l'égalité des chances ne reste pas un simple slogan. Les activités du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de la semaine qui vient de s'achever, c'est dans ces condensés signés Pierre Klumbeso Moïsa. Le groupe de 13 parlementaires et personnalités politiques a clôturé sa campagne de plaidoyer en faveur d'un consensus autour des réformes électorales. Le G13 est allé présenter en primeur au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le rapport de ces consultations. 2 mois durant, le G13 a sillonné le territoire national pour rencontrer les acteurs institutionnels et parties prenantes au processus électoral afin de définir ensemble les priorités des réformes, consolider les points de divergence et régler les désaccords. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Kinshasa pour une visite qui s'inscrivait dans le cadre des obsèques de Madame Germaine Diembo, la sœur de la première dame des Congo-Brazzaville. Il a été accueilli par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à sa descente de l'hélicoptère présidentiel au Palais de la Nation. Les 2 chefs d'État et leurs épouses se sont retrouvés le lendemain à la cathédrale Notre-Dame du Congo
au cours d'une messe des suffrages dite pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. L'ancien président du Bénin, Boni Yahi, a assisté à ces cultes religieux célébrés par le cardinal Fridolin Ambongo, assisté du cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna et de l'évêque auxiliaire de Kinshasa, Monseigneur Kisonga. Madame Germaine Diembo est décédée à Paris, en France, le 31 août 2020. Sa dépouille a été rapatriée à Kinshasa, où les obsèques ont été organisées. Peu avant son retour à Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a été reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un tête-à-tête au Palais de la Nation. De grands dossiers politiques, économiques et sociaux ont été au menu de leurs échanges. Futur président de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi a aussi évoqué avec le président Denis Sassou, président du comité de haut niveau de l'organisation panafricaine, des questions brûlantes de l'heure, notamment le conflit libyen. Les relations entre la RDC et le Congo-Brazzaville, liées par la géographie et l'histoire, sont exemplaires, a indiqué en substance le président Sassou Nguesso à la presse. L'appel lancé aux investisseurs par le président de la République rencontre des échos favorables. Une forte délégation du groupe minier et énergétique australien de renommée internationale a séjourné à Kinshasa. Fortescue Metal Group est venu présenter au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo son vaste et ambitieux projet d'investissement dans le secteur de l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. FMG compte finaliser la construction et la production de l'énergie hydroélectrique du Grand Inga. Les projets concernent toutes les composantes de ces grands barrages hydroélectriques de Inga 1 à Inga 8. En présence du chef de l'État et du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, un accord a été signé à cet effet par la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Munembwe et le chairman de la firme australienne Andrew Forrest. Les études de faisabilité sont disponibles afin d'exécuter le projet, a rassuré le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexandre Kayembe de Bampende, au sortir de cette entrevue. La tradition toujours respectée à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi par vidéoconférence la 49e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République a fait part au Conseil de la situation de plus en plus dangereuse pour les fermes et pour les animaux à cause de la grande concentration du gaz carbonique dans le golfe de Kabono au Nord Kivu. Face à ces dangers, le Conseil de ministres, à l'initiative du président de la République, a décidé que le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, ainsi que le ministre ayant les budgets et les finances dans leurs attributions, prennent toutes les dispositions pour le dégazage à grande échelle du golfe de Kabono avant la fin de l'année en cours. Un autre point inscrit dans la communication du chef de l'État, c'est celui des réformes indispensables pour l'accès aux facilités élargies des crédits au Fonds monétaire international. Autre parcours d'actualité au cours de la semaine qui vient de s'achever, c'est avec Fifi Mukundi. Viol des infirmières dans un centre hospitalier de Kinshasa, ici à Kinshasa. Le verdict est tombé cette semaine dans le procès en flagrance devant le tribunal de grande instance de Matete. Les 3 inculpés écopent de 20 ans de servitude pénale. Les 2 autres présumés ont été acquittés. Ces infirmières seront transférées dans une formation médicale plus spécialisée. Le ministre de la Santé publique l'a dit au terme de sa visite de réconfort aux 2 victimes de viol au centre mère et enfants dans la commune de Ngaba. À Kamituga, au Sud Kivu, les corps de 50 personnes péries dans un éboulement de gisements d'or ont été inhumés. L'artésunate suppositoire entre désormais dans le rang des produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement du paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans. Le ministre de la Santé a présenté ses projets pilotes le jeudi de la semaine qui s'achève le même jour. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakuru, et World Vision ont donné la preuve de leur détermination à lutter contre le travail des enfants en République démocratique du Congo. C'était au cours d'un déjeuner plaidoyer relatif à ces sujets.
Une autre sentence prononcée cette semaine en procédure de flagrance, des peines allant de 12 mois à 20 ans de servitude principale et 8 acquittements dans les procès de voleurs des carburants dans les pipelines de la CEP Congo au tribunal de grande instance d'Injili. L'actualité, c'est aussi la rentrée parlementaire. À ces premiers jours de la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, la présidente de l'Assemblée nationale a passé en revue la situation du pays dans tous les secteurs. Même exercice pour le numéro 1 du Sénat qui a évoqué plusieurs points préoccupants les Congolais sur les plans sécuritaires, économiques, social et politiques. L'AMIBA, la minière de Bakwanga, est sur la voie de sa relance. Le gouvernement central vient de débloquer 5 millions au titre d'acompte sur les 20 millions de dollars demandés par la société. 2 accords de coopération sanctionnés la réunion bilatérale défense et sécurité RDC-Angola. Il s'agit de celui relatif à la sécurité et l'ordre public ainsi qu'à la libre circulation des personnes le long de la frontière de 2 pays. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a conduit la délégation congolaise à cette rencontre. Enfin, l'ONIP, Office national d'identification de la population, emboîte les pas à tous ceux qui plaident pour la consécration de la date du 16 septembre comme la journée internationale de l'identité. Pour ce faire, cet office a organisé une matinée de sensibilisation sur les thèmes parce que l'identité est plus que jamais importante pour une RDC émergente. Le premier dossier dans ce journal, c'est celui de Ramazani Moulanda qui nous parle des mesures barrières de plus en plus bafouées à Kinshasa. Suivez. En ce moment, dans plusieurs grandes métropoles à travers le monde, on parle du reconfinement et aussi du durcissement des mesures barrières pour stopper la seconde vague de coronavirus qui se profile. L'Organisation mondiale de la santé entrevoit même plusieurs millions de décès dans les 6 mois qui arrivent. Kinshasa, par contre, a retrouvé son ambiance habituelle d'avant l'état d'urgence sanitaire. Marché bondé, transport en commun chargé à l'excès, les mesures de distanciation sociale ont été renvoyées au calendrier grec. C'est comme si Covid-19 n'a jamais visité notre pays, la RDC. Kinshasa by Night est bien vivant. Bars et terrasses fonctionnent en plein régime. La maladie Covid existe, est une réalité, et pour la combattre et éviter la contamination à grande échelle, il fallait des mesures barrières, des mesures préventives, des mesures de distanciation physique. Mais vous savez qu'aujourd'hui nous nous retrouvons à la phase où la courbe est ascendante. Ça signifie que quelque part, les mesures ont été relâchées parce qu'hier c'était une épidémie importée. Mais maintenant, la contamination s'est faite à travers le cas locaux, de proche en proche. Donc nous devons rester vigilants dans la mesure où si nous ne nous comportons pas correctement, nous allons nous retrouver avec une augmentation exponentielle ou très rapide de cas. Comment expliquer cette insouciance de la population devant une pandémie qui menace le monde entier? Les avis sont partagés sur la question. Le coronavirus, c'est une maladie réelle qui existe, bien que certains de nos frères congolais émettent encore des doutes par rapport à cette maladie. Mais en fait, selon certaines personnes, cette maladie tue plus le blanc que le noir. Hein? En fait, je ne sais pas. C'est une hypothèse qui peut être discutée. Les spécialistes disent que le port des masques devrait être obligatoirement exigé à tout le monde sur la place publique. Ainsi, on peut contrer la maladie, même si la mesure de distanciation sociale n'est plus respectée. Généralement, quand on parle, on ne le voit pas, mais on postillonne. C'est-à-dire qu'il y a des petites gouttelettes de salive qui peuvent s'échapper de nos bouches. Quand on éternue, il y a des petites gouttelettes qui peuvent s'échapper toujours de nos bouches à travers des petites salives, ou encore si on éternue,
Ça peut même venir des écoulements nasaux qui sont propulsés par l'effet détermineux et qui peuvent atteindre l'autre. Et si on est porteur d'une maladie infectieuse transmissible par des gouttelettes, par voie aérienne, facilement l'autre peut l'attraper. D'où le masque est une protection générale contre ce type d'accident. À la question de savoir si les masques portés sur les mentons peuvent stopper la maladie, la réponse est non. Beaucoup de personnes nous ont avoué qu'ils portent les masques non pas par conviction, mais c'était pour éviter d'être arrêtés par la police. Le masque est bon, mais je ne supporte pas. C'est jamais tout. Le second dossier, c'est sur l'organisation des obsèques dans la capitale, les frais, la morgue et les coûts que nous propose Angèle Mabialalande. Série de mesures de lutte et de protection contre le coronavirus en République démocratique du Congo, il y a la réglementation sur l'organisation des funérailles. Les Congolais ont salué de vive voix l'interdiction d'exposer des morts dans des salles polyvalentes à cause du commerce jugé très juteux. Malgré cette avancée, l'on observe de plus en plus dans certains hôpitaux à Kinshasa la tendance à taxer des moments réservés aux hommages aux morts à la morgue. Combien coûte le temps des derniers hommages? À la clinique Nalima, par exemple, on respecte à la lettre les instructions du gouvernement. Avant, on prenait presque toute la famille. Donc, on ne comptait même pas les nombres. Et avec le Covid-19, on avait déterminé par le gouvernement 20 personnes dans tous les morgues. C'est ainsi que nous aussi, nous avons affiché les 20 personnes. Et c'est les 20 personnes que nous prenons chaque jour pendant le sortie des corps. La salle est gratuite, donc les membres de la famille, ils payent seulement les séjours de l'hôpital. À la morgue, ils payent l'occupation du frigo pour le recueillement. Vraiment, c'est gratuit, même pas un franc. L'hôpital a pris soin de construire un stand pour assister les familles éplorées. L'accueil n'a pas de prix. Il faut un bon accueil pour les clients. Il ne faut pas les exposer. Quelqu'un qui vient à la morgue, d'abord il est fatigué, il doit se mettre, il est attristé bien sûr. Effectivement, il faut les mettre dans de bonnes conditions, sinon ça aggraverait alors encore des soucis. Grosse surprise à l'hôpital du Cinquantenaire. Les derniers hommages aux défunts coûtent entre 500 et 1000 $ américains selon que l'on est dans la salle ou en dehors pour 1 heure. C'est le retour du business qui ne dit pas son nom. Le chef de l'État l'avait bien dit, de la morgue direction le cimetière. Pourquoi font-ils les contraires? On nous exige de payer 500 $ américains ou 1000 $ pour 1 heure seulement d'exposition du corps. C'est qui va faire ça? Non, ce pays nous appartient tous. Nous devons nous entraider. Comment expliquer cette situation? Nous avons beaucoup dépensé pour les soins médicaux. La personne est morte. À présent, pour exposer les corps pour quelques minutes seulement, on nous demande 500 000 $ américains. Vraiment, ces gens sont sans cœur. 500 $, 1000 $ et les cliniques. Et lorsque se mêle l'administration de la ville, une autorisation express du chef de l'exécutif provincial pour que la famille éplorée expose le corps du défunt pendant 1 ou 2 heures en dehors de la morgue. C'est dire qu'on est en face d'un système nouveau qui permet à ceux qui ont des moyens d'organiser le deuil sur la place familiale pendant quelques heures. Et pour les autres, c'est le respect des mesures gouvernementales. Levé du corps, direction immédiatement, enterrement. Devra-t-on constater qu'il y a 2 poids 2 mesures? Les morgues des hôpitaux coiffent l'administration provinciale. À chaque famille, sa force monétaire pour obtenir le respect dû aux morts. Les responsables n'osent pas dire tout haut ce qui se passe tout bas. Le port de masque est vraiment obligatoire pour tout le monde. On expose les corps dans les funérariums. Et à part le funérarium, nous avons un terrain à l'extérieur qui est aussi utilisé pour les cérémonies de recueillement. Voilà. Et les décors, les tentes, c'est pour l'hôpital? Les décors, les tentes, c'est pas pour l'hôpital. Voilà. Les familles s'organisent pour les décors. L'hôpital offre les chaises et de l'espace. Et avant toute cérémonie, il y a le protocole de l'hôpital
qu'il faut remplir. Donc il faut remplir toutes les modalités. Et là, c'est à combien? Non. À l'hôpital, on fait louer des chaises à des familles éplorées et on s'offre à l'ambiance bon enfant, défiant même la décision du respect de la distanciation sociale. Lors de notre collecte, nous étions obligés de nous étonner comment s'organisent de petits marchés. Cela risque de se généraliser. À qui donc poser la question pour des réponses beaucoup plus humaines? Jusqu'à la diffusion de notre petite enquête, résonne dans les oreilles des Congolais le mesure édictée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la morgue immédiatement au cimetière sans tarification. Le fond du problème, c'est l'une d'importantes mesures de protection contre le coronavirus. Construction des funérariums, une nécessité pour le maintien des dispositions de la ville en rapport avec les veillées mortuaires. C'est une chronique signée Bobette Inga. Le coronavirus nous a contraints à changer de manière de nous réjouir pour les événements festifs et sur comment rendre hommage à ceux qui meurent. Aujourd'hui, à Kinshasa, tenant compte des mesures barrières pour les cérémonies funéraires par exemple, on assiste de moins en moins aux veillées mortuaires en résidence familiale, dans des salles ou autres lieux et espaces destinés au recueillement, sauf en nombre réduit. Cette disposition de la ville prévoit une brève exposition au funérarium après levée du corps de la morgue, puis acheminement de la dépouille au cimetière le même jour. Cette véritable réforme pour les Kinois habitués à subir souvent le spectacle offert en ces moments de douleur pour ceux qui semblent n'avoir aucun respect pour les morts. Funérarium, revenons-y, une nouveauté dans les habitudes, Kinshasa n'en dispose pas, avec la fermeture des salles, autrefois lieu de veillée mortuaire, chacun y va avec les moyens du bord. Par ailleurs, les morgues accordent aux familles, moyennant un paiement du temps de recueillement. Combien de funérariums faudra-t-il à Kinshasa, une ville de plus de 10 millions d'âmes? Comme sous d'autres cieux, la ville de Kinshasa, qui a déjà pris l'option d'en construire un dont les travaux sont en cours, devait déjà penser à les dupliquer dans chaque commune ou à proximité des morgues pour éviter des attroupements, surtout que le site aura pour vocation la gestion de la charge émotionnelle des familles éplorées. Le tout premier funérarium public moderne sera logé dans l'enceinte de l'hôpital général de Kinshasa, précisément à la morgue centrale pour notre capitale, dont le taux de mortalité est quand même élevé. Un funérarium pour autant d'habitants est une goutte d'eau dans la mer. Cette situation va certainement favoriser la clandestinité. C'est une difficulté et en même temps une opportunité, dit-on. Il serait indiqué de multiplier ces genres de sites dans des hôpitaux publics et privés ayant assez d'espace pour s'ouvrir à des partenariats publics-privés. Sinon, les vieilles habitudes vont vite revenir. Les Kinois risqueront de renouer avec les funérailles extravagantes qui laissent la place aux dettes. La tendance est à la mode, signale-t-on. La nature a horreur du vide. Terminons avec l'image de la semaine. Edith Chala nous propose Joseph Kabila Kabange au Sénat. Cette image a pris date avec l'histoire. Joseph Kabila Kabange, le sénateur a dit, est arrivé mardi dernier au Sénat pour participer à la plénière d'ouverture solennelle de la session budgétaire de septembre. 19 mois après son départ du Palais de la Nation, Joseph Kabila Kabange tient un cas d'école dans une Afrique francophone où l'alternance au pouvoir peut encore obéir à la loi des armes en plein 21e siècle. La RDC a ouvert un nouveau chapitre. Des hommes en uniforme, devenus chefs d'État qui se soumettent à la logique des urnes, les pages d'histoire n'en sont pas très nanties. Cette image forte passera à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. On en a certainement parlé à Conakry, en Guinée de Sékou Touré, et elle a à coup sûr alimenté les débats dans certains couloirs à Yaoundé, au Cameroun, d'Amadou Ahidjo. La passation civilisée de pouvoir intervenue en RDC a fait qu'aujourd'hui le pays est regardé différemment de l'extérieur. Nous pouvons nous en vanter sans jamais oublier notre fragilité.
Les querelles byzantines sur la qualité des élections et la fiabilité des résultats ayant conduit à cette alternance pacifique sont de l'ordre de l'humain. Chacun a rendez-vous avec l'histoire en son époque. Joseph Kabila Kabange s'en est bien sorti et est entré par la grande porte au panthéon de l'histoire congolaise. La République a gagné et à présent il y a de nouveaux challenges. Il y a un autre leadership. Et fort de son statut de sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange peut apporter bien des choses au Sénat ou ailleurs. Voilà, ainsi s'achève cette session d'information réalisée par Hamada Poki. Alain Sodi, Papi Vouélé, Médard Moubenga et Amouré Lando étaient à la technique. 13h30, Anita Luamboa sera des vôtres pour une autre session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis et excellente suite des programmes à tous sur la télévision du peuple.